Ils ont connu la gloire extrêmement jeune, parfois alors qu'ils ne savaient pas encore marcher. Ils ont fait rêver des milliers, parfois des millions de fans. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on ouvre ensemble le tiroir à souvenirs des enfants stars des années 90 et 2000 et plus précisément celui des actrices et acteurs. Si le sujet et la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra faire un épisode dédié à la musique. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi avec les années 90-2000. Et sur cette chaîne, chaque semaine, on débloque ensemble nos meilleurs souvenirs de ces décennies. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous avez envie que chaque semaine, on débloque ensemble nos souvenirs. C'est gratuit, ça prend que quelques secondes et ça permet de soutenir la chaîne. Et pour débuter ce voyage au cœur des destins fascinants des enfants stars des années 90-2000, il est impossible de ne pas s'arrêter sur cette figure emblématique, celle qui a incarné à elle seule le visage de la mouvance gothique et alternative de cette époque. Et si vous avez grandi dans les années 90, il y a des chances que son visage hante encore un petit peu vos mémoires, celui de Christina Ricci. Et c'est en 1991 que l'on va la découvrir dans l'un des rôles cultes, celui de Mercredi Addams. Très sombre, humour macabre, ce rôle de fillette au teint pâle et aux tresses parfaites lui colle immédiatement à la peau, faisant d'elle la Scream Queen préférée des adolescents. Un statut qui va être renforcé par son rôle de Kate Harvey dans le film familial culte Casper en 1995. Un de mes films préférés quand j'étais petite. J'ai dû le voir 1 milliard de fois. Puis la même année, on va la retrouver dans Souvenir d'un été aux côtés de Demi Moore et Rosie O'Donnell. Bref, elle commence un petit peu à être partout. Et puis surtout, elle est vraiment cette enfant star, vraiment différente des autres. Mais à l'aube des années 2000, Christina Ricci refuse d'être enfermée dans les rôles qui l'ont fait connaître et elle va opérer un virage artistique radical vers un cinéma beaucoup plus mature, sombre et exigeant. En 1997, notamment, elle va impressionner la critique dans Ice Storm d'Ang Lee, un film sobre et douloureux sur la désillusion d'une Amérique bourgeoise des années 70. En 1998, elle décroche une nomination au Golden Globe pour Sexe et autres complications, une comédie noire satirique dans laquelle elle joue une adolescente manipulatrice et antipathique. Et puis arrive 1999 avec Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête de Tim Burton. Et ce film, il va marquer vraiment quelque chose d'important dans la carrière de Christina Ricci. Elle va former avec Tim Burton une alliance artistique naturelle, comme si les deux partageaient un peu la même vision du monde, étrange, poétique et légèrement tordue. Et puis en 2003, elle va vraiment livrer une performance bouleversante qui sera acclamée par la critique dans Monster, où elle donne la réplique à une Charlize Theron méconnaissable. La réalisatrice, Patty Jenkins, le dira des années plus tard lors de la cérémonie du Hollywood Walk of Fame. Christina Ricci, elle avait accepté le rôle ingrat, celui qui met en valeur l'autre actrice plutôt que soi-même avec une abnégation totale. Et pourtant, sa performance, elle est stupéfiante. You took the unglamorous, unlikable role and you played it with such commitment and you took one for the team and you played this glorious thing to set up somebody else's performance incredible. Puis les années qui vont suivre vont se faire de façon un peu plus discrète. Elle joue dans quelques films confidentiels, des choix plus risqués, moins visibles du grand public. Et puis elle va faire une apparition marquante dans Grey's Anatomy en 2006, ce qui va lui valoir une nomination aux Emmy Awards. Puis sa carrière va finalement connaître un second souffle assez spectaculaire. En 2021, Christina Ricci rejoint le casting de Yellow Jacket, la série de Showtime qui mélange survival, horreur psychologique et drame féminin. Elle y incarne Misty Quigley, personnage à la fois grotesque, touchant, dangereux et comique, un rôle finalement taillé pour elle. Mais la cerise sur le gâteau va arriver en 2022. Elle va opérer un retour triomphal dans l'univers qui l'a vu naître en intégrant le casting de la série Netflix Mercredi, réalisée par Tim Burton, où elle incarne Marilyn Thornfield face à Jenna Ortega, transmettant ainsi symboliquement le flambeau de la mythologie Addams à la nouvelle génération. Et puis en mars 2025, elle s'est vue décerner l'une des distinctions les plus prestigieuses de l'industrie en inaugurant sa propre étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Sur le plan des projets, sa trajectoire, elle faiblit pas du tout, puisqu'elle a été annoncée début 2026 en tant qu'actrice principale et productrice exécutive de la future série thriller The Astrology House, adaptée du roman du même nom. Ayant courageusement
courageusement surmonté des épreuves personnelles hautement médiatisées, notamment un divorce difficile lié à des violences conjugales, Christina Ricci, elle s'impose aujourd'hui à l'aube de la cinquantaine comme une survivante résiliente de la machine hollywoodienne. Elle a su transformer la célébrité précoce en une carrière durable, exigeante et respectée, démontrant que l'on peut naître sous les projecteurs et devenir l'une des actrices les plus solides et fascinantes de sa génération. Si on devait résumer les années 90 à un seul visage, je crois que c'est quand même celui qu'on citerait en premier. Il a marqué notre enfance et continue de faire vibrer nos après-midi d'hiver, Macaulay Culkin. Il incarne parfaitement la définition même de l'enfant star planétaire, ayant traversé les années 2000 sous le poids d'un héritage cinématographique colossal et de la surmédiatisation. Il fait ses débuts au cinéma à 4 ans dans Le Rocher de Gibraltar en 1988. Puis l'année d'après, on le retrouve dans L'Oncle Buck. Mais c'est en 1990 que tout va changer pour lui. C'est cette année que Maman, j'ai raté l'avion sort et c'est un succès phénoménal. Je ne vous apprends rien. 476 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 18 millions. Et au centre de ce succès, ce jeune acteur de 10 ans, au timing comique parfait, qui se défend seul contre 2 cambrioleurs avec l'ingéniosité d'un petit génie. Macaulay Culkin devient du jour au lendemain la star enfant la plus célèbre du monde. Et à partir de là, il va enchaîner. My Girl en 1991, Maman, j'ai encore raté l'avion en 1992, Le Bon Fils en 1993 ou encore Richie Rich en 1994. Cependant, cette gloire un peu précoce, elle va s'accompagner d'une pression familiale et médiatique assez importante. En 1995, Macaulay Culkin, alors âgé de 15 ans, entame une procédure légale pour s'émanciper de la tutelle financière de ses parents. Son père et sa mère se disputent le contrôle de la fortune de leur fils, estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars. L'affaire, elle est très médiatisée et va forcément laisser des cicatrices profondes. L'acteur avait d'ailleurs évoqué les relations notamment avec son père, qui était plus que toxique et violente. Son père exerçait vraiment sur lui une pression autour de sa vie, de sa carrière, et il était surtout très intéressé par l'argent. My brother and me slept on the couch. We didn't even have our own bedroom. I mean, I was making, forget about how much money I was making, but I was sleeping on the couch. And I think it was just a way of him wanting to break my spirit. He wanted me to know and my brother to know that he was in charge and that if he didn't want us to sleep on a bed, we weren't going to sleep on a bed. Après cela, le jeune acteur décide de mettre un frein brutal à sa carrière, entamant une longue période de retrait des plateaux de cinéma. Et pendant près d'une décennie, il disparaît totalement. Puis c'est à l'aube des années 2000 qu'il va amorcer un retour très attendu et très minutieusement préparé, bien loin des blockbusters familiaux qui l'ont fait connaître. Désireux de casser définitivement son image de petit garçon blondiné et au visage angélique, il opère en 2003 un virage artistique radical en tenant le rôle principal du film indépendant Party Monster. Le film, il raconte l'histoire vraie de Michael Alig, organisateur de soirées new-yorkaises des années 90, impliqué dans un meurtre sordide. Et Macaulay Culkin, il y est méconnaissable, fragile, fascinant. Puis la même année, il s'illustre dans la comédie satirique et grinçante Saved, qui égratigne le puritanisme religieux des lycées américains. À travers ses projets, l'acteur explore des thématiques lourdes et complexes, bien loin de l'image qu'il avait enfant. Les années qui suivent, il va donc s'éloigner d'Hollywood pour explorer d'autres horizons créatifs. Il s'essaie à la peinture, mais aussi à la littérature en publiant un roman expérimental, et il fonde un groupe de rock parodique baptisé The Pizza Underground qui tourne entre 2013 et 2016. Il est souvent traqué par les tabloïds qui spéculent à outrance sur sa santé, notamment suite à son arrestation en 2004 alors qu'il était en possession de stupéfiants. Il va quand même gérer tout ça avec beaucoup d'autodérision. Il va notamment créer Bunny Ears, un site web et podcast satirique à succès qui se présente comme un site lifestyle pour les gens comme vous, en parodiant les médias lifestyle mainstream. C'est drôle, c'est décalé, bref, il est vraiment dans son délire et on adore. Puis en 2021, c'est le retour. Ryan Murphy, le créateur de American Horror Story, lui offre un rôle dans la 10e saison intitulée Double Feature. Sa performance dans le rôle de Mikey, un toxicomane doté d'un grand talent d'écrivain, est saluée unanimement par la critique et rappelle au monde entier l'intensité de son jeu d'acteur.
Puis en décembre 2023, il reçoit son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, une grande étape qui sera marquée par un discours bouleversant de Catherine O'Hara, sa mère au cinéma dans Maman, j'ai raté l'avion. The reason families all over the world can't let a year go by without watching and loving Home Alone together is because of Macaulay Culkin. Congratulations, you so deserve your star on the Hollywood Walk of Fame. And thank you for including me, your fake mom who left you home alone not once but twice, to share in this happy occasion. I'm so proud of you. Sur le plan personnel, depuis 2017, il partage sa vie avec l'actrice Brenda Song, une ancienne enfant star de Disney Channel avec qui il a eu 2 fils. Désormais pleinement réconcilié avec son statut d'icône de la pop culture des années 90-2000, Macaulay Culkin a su déjouer les pièges tragiques de la célébrité précoce pour devenir un artiste accompli, un père de famille serein et une figure respectée qui a prouvé que l'on pouvait survivre à la machine d'Hollywood. Allez, pour la prochaine enfant star, on va aller côté série cette fois-ci. Une série qui était le rendez-vous hebdomadaire emblématique sur TF1 et une jeune fille qui est rapidement devenue la chouchou du public français. Mackenzie Roseman, la petite Rosie de 7 à la maison. Et Mackenzie, elle a clairement grandi sous l'œil de millions de téléspectateurs. Elle va décrocher le rôle de Rosie à l'âge de 6 ans. Et donc de 1996 à 2016, durant 11 saisons, le public suit l'évolution de cette fillette aux bouclettes brunes qui passe du statut de Benjamine de la famille à celui d'adolescente affirmée. Et la série, elle rencontre un succès colossal, notamment en France, où elle devient un rendez-vous incontournable de l'après-midi sur TF1. À travers les intrigues de la famille Camden, le show aborde des thématiques universelles liées à l'éducation, la moralité, les crises d'adolescence et la solidarité familiale. Et c'est ainsi que Mackenzie Roseman va traverser les années 2000 sous le feu des projecteurs. Et contrairement à d'autres enfants stars, sa transition vers l'adolescence va se faire dans un cadre assez protégé, loin des scandales et des tabloïds. Cependant, lorsque la série s'arrête définitivement en 2007, la jeune fille, alors âgée de 17 ans, doit affronter la réalité de l'après 7 à la maison. Elle est vraiment désireuse de casser cette image de petite fille parfaite, un peu pieuse, qu'on lui a collé dessus durant toutes ces années, et elle va tenter un petit peu de diversifier ses projets. Elle s'essaye au cinéma de genre, en apparaissant dans des productions et des téléfilms, notamment le film d'action et d'horreur Ghost Shark en 2013. Mais le succès est pas vraiment au rendez-vous et elle va comprendre petit à petit que le chemin du cinéma traditionnel, ça correspond pas vraiment à ses aspirations. Sentant le besoin de s'éloigner des plateaux de tournage pour trouver son propre équilibre, Mackenzie Roseman décide de mettre sa carrière de comédienne entre parenthèses pour se consacrer à sa plus grande passion depuis l'enfance, l'équitation. Cavalière émérite et passionnée par le monde animal, elle se lance pleinement dans l'élevage de chevaux et participe à de nombreuses compétitions de saut d'obstacles à travers les États-Unis. Aujourd'hui, la trajectoire de Mackenzie Roseman s'épanouit pleinement dans la discrétion d'une vie proche de la nature, loin des tapis rouges et de la frénésie d'Hollywood. Et si elle est restée très proche de certains de ses anciens partenaires de 7 à la maison, elle exprime aujourd'hui un détachement serein vis-à-vis du métier d'actrice. Finalement, elle incarne parfaitement l'exemple d'une enfant star qui a su utiliser la fin d'une aventure télévisuelle majeure pour se recentrer sur ses passions authentiques. Elle a prouvé que parfois la meilleure issue, ce n'est pas de rester dans la lumière, mais de trouver et d'assumer pleinement la vie qui nous correspond vraiment. Allez, on continue, et alors celui-ci, c'est mon préféré. Un acteur britannique au talent précoce et d'une justesse rare, qui a su charmer les plus grands réalisateurs d'Hollywood, avant de devenir l'une des figures télévisuelles les plus respectées, Freddie Highmore. Et Freddie, le milieu du spectacle, il connaît déjà un petit peu. Il fait ses premières armes à la télévision anglaise dès 2001, mais c'est en 2004 que tout va basculer pour lui. À 12 ans, il est choisi pour jouer aux côtés de Johnny Depp et Kate Winslet dans Neverland, le film biographique sur J.M. Barrie et l'histoire qu'il a inspiré pour créer Peter Pan. À seulement 12 ans, il livre une performance bouleversante du jeune Peter, un enfant endeuillé qui inspire l'histoire de Peter Pan. Impressionné par la maturité de son jeu, Johnny Depp le recommande personnellement à Tim Burton pour son projet suivant. Et ce prochain projet, il arrive assez rapidement en 2005, Charlie et la chocolaterie. Il décroche le rôle-titre de Charlie Bucket, un garçon pauvre et d'une immense bonté qui gagne un ticket d'or pour visiter la mystérieuse usine de Willy Wonka. Le film est un succès mondial et Freddie Highmore devient un visage
incontournable de la pop culture des années 2000. Et à partir de là, il va enchaîner les succès. En 2006, on le retrouve dans Arthur et les Minimoys de Luc Besson, puis en 2007 dans le drame musical August Rush. Et malgré cette immense notoriété, le jeune acteur va choisir de poursuivre une scolarité normale en Angleterre et il va intégrer plus tard la prestigieuse université de Cambridge où il étudie les langues et il va même décrocher un double diplôme en espagnol et en arabe et avec les honneurs. Puis en 2013, il va prendre un virage assez radical. Il accepte de prêter ses traits au jeune Norman Bates dans la série thriller Bates Motel, qui explore la jeunesse du célèbre tueur du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Durant 5 saisons face à Vera Farmiga, Freddie Highmore livre une performance psychologique glaçante. Ce personnage glacial, pathétique, un fils manipulé, futur tueur en série dont on voit naître la folie au fur et à mesure des épisodes. Et la critique, elle est unanime. Son jeu d'acteur est exceptionnel et il a définitivement quitté les habits de l'enfonçage de la chocolaterie. Puis en 2017, il va consolider définitivement son statut de star de la télévision en décrochant le rôle principal de la série The Good Doctor. Il y incarne le docteur Sean Murphy, un jeune chirurgien autiste savant qui intègre un prestigieux hôpital en Californie. La série tourne pendant 7 saisons, de 2017 à 2024, faisant de lui l'une des figures les plus reconnaissables de la télévision américaine. Parallèlement à ça, il est aussi producteur exécutif, co-scénariste de certains épisodes, réalisateur de plusieurs autres. Et sa performance, elle est d'une immense sensibilité, elle lui vaut même une nomination au Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Après la fin de Good Doctor, il enchaîne immédiatement avec un autre projet, The Assassin, une mini-série britannique diffusée depuis 2025 sur Prime Video. Et aujourd'hui, la trajectoire de Freddie Highmore s'épanouit pleinement dans la maturité artistique et la création. Polyglotte et passionné par les récits complexes, il partage sa vie entre l'Angleterre et les États-Unis. Il reste très discret sur sa vie privée, il n'est pas présent sur les réseaux sociaux et il a révélé s'être marié dans la plus stricte intimité. Bref, Freddie Highmore a réussi l'exploit de naviguer entre les blockbusters de son enfance et les grands rôles de sa vie d'adulte avec une intelligence et une discrétion exemplaires. Et surtout, il s'impose aujourd'hui comme l'un des artistes les plus complets et respectés de sa génération. Allez, on va rester côté britannique. Un visage éternellement juvénile qui a grandement inspiré sa trajectoire, lui permettant d'incarner des adolescents et jeunes adultes bien après sa majorité, on va parler de Thomas Brodie Sangster. Il fait ses débuts dès 2001 dans plusieurs téléfilms en Angleterre, mais c'est l'année 2003 qui va sceller son destin auprès du grand public et à l'international. Il est choisi pour jouer dans Love Actually, le film choral de Richard Curtis, devenu un classique incontournable du cinéma de Noël. Il y joue Sam, un garçon de 11 ans qui vient de perdre sa mère et qui tombe amoureux de la plus jolie fille de l'école, Johanna. Et pour séduire cette fille, qui va chanter All I Want for Christmas Is You à la fête de Noël, il va apprendre la batterie en 2 semaines. Et son beau-père, qui est joué par Liam Neeson, l'accompagne avec une tendresse bouleversante. Cette sous-intrigue est régulièrement citée comme la plus émouvante du film, et Thomas Brodie Sangster y est absolument parfait. Et cette notoriété immédiate va lui ouvrir les portes du cinéma familial. En 2005, il s'illustre dans le film fantastique Nanny McPhee aux côtés de Emma Thompson et Colin Firth, où il joue l'aîné d'une fratrie d'enfants particulièrement turbulents. À travers ses projets, le jeune comédien explore des thématiques universelles comme la reconstruction familiale, le deuil précoce et la force de l'imaginaire. Parallèlement à sa carrière sur grand écran, il s'investit dès 2007 dans un projet d'animation majeur en prêtant sa voix originale à Ferb Fletcher dans la série animée culte de Disney Channel, Phineas et Ferb, un rôle vocal qu'il tiendra avec une immense fidélité pendant près de 8 ans. Et tout au long de cette période, l'acteur gère sa célébrité naissante avec beaucoup de recul, préférant la tranquillité de la campagne anglaise aux soirées mondaines d'Hollywood. Puis c'est à partir de 2013 qu'on va le retrouver dans un tout autre rôle. Il rejoint le casting de Game of Thrones dans le rôle de Jojon Reed, un personnage mystique aux visions prophétiques. L'année suivante, il consolide son statut d'icône adolescente en décrochant le rôle de Newt dans la trilogie cinématographique de science-fiction Le Labyrinthe. Son interprétation de ce personnage charismatique, loyal et protecteur face à Dylan O'Brien lui vaut une immense reconnaissance auprès de la nouvelle génération et il va se construire une base de fans
assez solide. Mais le vrai tournant arrive en 2020 avec Le Jeu de la Dame sur Netflix. Dans cette mini-série, il incarne Benny Watts, un champion d'échecs arrogant. Il livre une performance mémorable et acclamée par la critique. Un rôle bien éloigné de son image juvénile et qui lui vaut une nomination aux Emmy Awards. En parallèle de sa carrière d'acteur, il est aussi beaucoup passionné de mécanique et de musique. Il joue notamment de la basse dans le groupe Why Not, fondé avec des membres de sa famille. En 2024, alors âgé de 34 ans, il se marie avec l'actrice britannique Tallulah Riley lors d'une cérémonie intime en Angleterre. Et côté projet, sa présence reste quand même assez forte, puisqu'on l'a vu récemment dans la série dramatique historique Le Renard, Prince des voleurs sur Disney+, où il joue le rôle principal de Jack Dawkins, dit Le Renard, un personnage tiré de l'œuvre Oliver Twist de Charles Dickens. Et aujourd'hui, Thomas Brody Sangster s'impose comme un acteur de caractère incontournable qui n'a jamais cédé au piège de la surexposition. Allez, cette fois-ci, on va aller un petit peu côté français, il en faut bien quelques-uns quand même. Un artiste qui a bouleversé le public francophone au milieu des années 2000, devenant instantanément un phénomène culturel grâce à la pureté de sa voix, Jean-Baptiste Monnier. Et pour Jean-Baptiste, tout commence lorsqu'il intègre la chorale des petits chanteurs de Saint-Marc à Lyon. Et c'est là, en 2003, qu'il va croiser la route de Christophe Baratier, réalisateur, scénariste et producteur qui travaille sur son premier long métrage, Les choristes. Jean-Baptiste, il a 14 ans et il est alors choisi pour incarner le rôle principal du film, celui de Pierre Morange, un adolescent rebelle à la voix d'ange. Sorti en 2004, le film rencontre un succès phénoménal, attirant plus de 8 millions de spectateurs en salle en France et récoltant 2 nominations aux Oscars. Dans ce rôle, Jean-Baptiste y crève l'écran. Sa performance vocale sur des titres devenus cultes comme Voix sur ton chemin ou Caresse sur l'océan marque profondément toute une génération. Il devient du jour au lendemain une star nationale. Son visage est partout. Les médias se l'arrachent et lui, adolescent, doit apprendre à gérer une notoriété pour laquelle on l'avait pas vraiment préparé. Mais il va gérer tout ceci avec beaucoup de recul grâce au soutien de ses proches. Après Les choristes, il diversifie ses projets de façon assez intelligente. D'abord, il continue de chanter, toujours avec sa chorale et parcourt le monde. Et il va aussi interpréter le concerto pour 2 voix, adaptation du concerto pour 1 voix du compositeur français Saint-Preux, en duo avec Clémence, une autre enfant star du moment. D'ailleurs, j'ai parlé de Clémence et son parcours dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse, je vous la mets quelque part là-haut, mais aussi en description. Et puis côté cinéma, en 2006, on va le retrouver à l'affiche du film Le Grand Maulne, adaptation du roman portant le même nom. En 2007, il surprend totalement le public en tenant le rôle principal de Elphone, une comédie fantastique totalement décalée. Bref, il continue son petit bonhomme de chemin dans le monde du cinéma. Parallèlement à sa carrière d'acteur, sa voix reste quand même un atout majeur. À partir de 2005, il va quitter sa chorale et puis il va intégrer la troupe des Enfoirés, dont il fait toujours partie encore aujourd'hui. Puis, au fur et à mesure de sa carrière, il va opérer sa transition vers des rôles beaucoup plus adultes en choisissant de s'éloigner un temps des grandes sorties cinématographiques pour se former sur les planches de théâtre, tout en multipliant les apparitions dans des séries. Et c'est à partir de 2015 qu'il revient à la musique en sortant son premier album solo, Nuit Blanche, puis en 2007, il sort son 2e album, Nuit Revolver. Et puis il va faire un retour assez marqué dans des projets télévisuels de grande envergure. En 2023, il intègre le casting de la série quotidienne à succès de TF1, Demain nous appartient. Puis en 2025, on va le retrouver également dans le feuilleton Nouveau Jour sur M6, une aventure qui sera de courte durée puisque M6 annonce l'arrêt de la série fin 2025 après seulement 1 saison. Bref, Jean-Baptiste Monnier aura quand même bien marqué nos années 2000 et il se sera d'ailleurs un petit peu trop immiscé dans nos vies quotidiennes. Que celles et ceux qui ont dû chanter Voix sur ton chemin en cours de musique au collège, lèvent la main. Allez, pour terminer ce premier épisode des enfants stars des années 90-2000, j'avais envie de terminer en apothéose avec mes idoles des années 90-2000. Je les adorais plus que tout au monde, les sœurs Olsen. Et Mary-Kate et Ashley, elles ont littéralement imprégné l'enfance de toute une génération. Et pour les sœurs jumelles, tout commence dans les années 80 à l'âge de 9 mois dans la sitcom culte La Fête à la maison. Elles vont se partager le rôle de la petite Michelle de 1987 à 1995. Là-dessus, les règles américaines sur le travail des enfants en bas âge obligent les productions à alterner entre jumeaux ou triplés pour limiter les temps de tournage, ce qui explique pourquoi les 2 jumelles se partageaient le rôle. Ça permettait de tourner plus longtemps. Et le public s'éprend instantanément de ces 2 bouilles angéliques. Sentant le
le potentiel extraordinaire des fillettes, leur entourage fonde la société de production Dual Star alors qu'elles n'ont que 6 ans. Et Dual Star va produire des dizaines de téléfilms, de séries vidéo qui sortent directement en VHS, des livres, des magazines, des produits dérivés. Bref, c'est la folie. Le chiffre d'affaires annuel atteint régulièrement plusieurs centaines de millions de dollars. Et à 18 ans, Mary-Kate et Ashley deviennent officiellement propriétaires et dirigeantes de Dual Star. Et Forbes va même les classer parmi les femmes les plus riches au monde de moins de 25 ans. Bref, un vrai business. Et au début des années 2000, les sœurs Olsen, c'est pas seulement juste des actrices. Elles sont un véritable phénomène de société et des idoles absolues pour toute une génération d'adolescents. Elles enchaînent les succès populaires en vidéo, au cinéma avec des films comme Destination Londres en 2001 ou encore Une journée à New York en 2004, leur dernier projet en commun sur grand écran. Mais la pression médiatique, elle est vraiment intense. Les paparazzi les traquent en permanence. La presse people scrute leurs mouvements, chacun de leurs kilos. Et en 2004, Mary-Kate qui doit affronter des problèmes de santé publique liés à des troubles alimentaires, un sujet qu'elle gérera par la suite avec beaucoup de résilience. Consciente des limites du système hollywoodien, elle décide d'un commun accord de mettre un point final à leur carrière d'actrice pour se concentrer à leur véritable passion commune, la mode. En 2006, elles vont donc fonder The Row, une maison de prêt-à-porter luxueuse et minimaliste. Elles choisissent de rester dans l'ombre de leur propre marque, laissant les vêtements un peu parler pour eux. Pas de célébrité, pas de tapis rouge, juste de la création. Elles sont saluées par la critique internationale, reçoivent à plusieurs reprises la distinction suprême du Conseil des créateurs de mode américaine, s'imposant comme des stylistes majeurs et respectés à l'échelle globale. Elles diversifient ensuite leur empire stylistique en créant d'autres marques à succès comme Elizabeth & James, nommées en hommage à leur frère et à leur sœur cadette, Elizabeth Olsen, qui, elle, a repris le flambeau familial sur les écrans de cinéma en incarnant Wanda, la sorcière rouge dans l'univers Marvel. Et aujourd'hui, Mary-Kate et Ashley Olsen, c'est vraiment des business women très discrètes. Elles ont choisi de fuir définitivement les réseaux sociaux et les tapis rouges d'Hollywood et elles gèrent leur empire de mode depuis New York et Paris avec une vision stratégique assez affûtée. Au final, elles ont réussi l'exploit rarissime de survivre à une enfance passée sous le microscope des médias, aux yeux de tous sans aucune intimité pour devenir des femmes d'affaires accomplies, des créatrices de génie, le tout en toute discrétion et loin des projecteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel enfant star des années 2000 vous a le plus marqué. Encore une fois, je ne peux pas tout citer, évidemment. J'ai fait ma petite sélection. On s'est concentré sur les films et les séries, donc acteurs, actrices. Mais si vous avez envie qu'on explore d'autres sujets d'enfants stars, par exemple dans la musique, il y a de quoi faire là aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça prend quelques secondes et c'est hyper important pour soutenir le projet. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!